Bonjour tout le monde, je suis en train d'essayer une nouvelle façon d'enregistrer mon écran parce que j'ai eu un petit problème avec l'autre. Donc s'il y a des petits enjeux, pardonnez-moi, si c'est moins smooth que normalement. Je pense que ça va fonctionner. Je veux faire un petit retour sur les corrélations. On a vu au tout début de la session comment calculer des corrélations, ok? Et par exemple, dans le cours sur la corrélation, on avait utilisé un exemple dans lequel on examinait le lien entre la taille à 2 ans et la taille à 18 ans. Puis avec un échantillon de 7 personnes que l'on voit, je sais pas si je peux voir, ah oui, que l'on voit ici. Je sais pas si vous voyez toutefois ma fléchette là, avec ce nouveau site que j'utilise pour enregistrer mon écran. J'espère que vous voyez. En tout cas, avec un échantillon de 7 personnes, on avait trouvé un R de 0,75 qui était considéré fort. Okay? Mais maintenant qu'on sait des choses à propos des statistiques inférentielles puis des tests d'hypothèse, ça, on est en mesure de se poser la même question qu'on se pose depuis constamment là, depuis les dernières vidéos, qui est-ce que cette corrélation-là est significative? En d'autres mots, est-ce qu'elle est indicative d'une réelle corrélation au niveau de la population d'où proviennent ces 7 personnes? Parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse. On s'en fiche, nous, de ces 7 personnes. La psychologie n'est pas à propos de ces 7 personnes, elle est à propos de l'être humain. Or, ici, on a 7 êtres humains chez qui on trouve une corrélation de 0,75, mais est-ce que ça veut dire que chez le reste de la population, peu importe quelle était la population d'intérêt spécifique, ici on peut s'imaginer les Canadiens par exemple, est-ce que ça indique vraiment une corrélation de 0,75? Okay? Parce qu'en effet, cette corrélation pourrait être de 0,75 lorsqu'on l'observe avec un échantillon de 7 personnes qu'on a tiré de la population d'intérêt, mais il est possible que plus largement, si on regarde plus largement dans cette population, la corrélation ρ soit égale à 0. Que l'on ait juste tiré des gens au hasard, ceux en jaune qui clignotent ici, les 7 personnes, de manière à ce que ça donne l'impression qu'il y a une corrélation de 0,75, mais en réalité, la corrélation est plus 0. Okay? Comment est-ce qu'on pourrait savoir si on est en train de faire cette erreur quand on obtient notre R de 0,75 avec nos 7 personnes? C'est bien beau de dire, hey, il y a une corrélation forte avec les 7 personnes qu'on a obtenues. Oui, mais comment savoir si on n'est pas en train de commettre une erreur dans laquelle il n'y a aucune corrélation au niveau de la population? C'est juste que tu as choisi des gens d'une certaine manière sans faire exprès, que ça te donne l'impression qu'il y en a une avec ton échantillon. Puis là, toi, tu penses qu'il y en a une dans ta population, alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Réponse, on a simplement effectué un test d'hypothèse pour une corrélation qu'on pourrait appeler un test R, qui va nous amener à utiliser une table qui est la table des R, pas la table des T, ni la table des Z, ni la table des F, ni la table des R. Et regardez, ça va se faire très rapidement. Étape 1, énumérer les hypothèses en compétition. On va rester dans le cours ici, dans du bidirectionnel. Hypothèse nulle, la corrélation au niveau de la population est de 0. Hypothèse alternative, la corrélation au niveau de la population n'est pas égale à 0. Donc, autrement dit, hypothèse nulle, dans la population, il n'y a pas de corrélation. Hypothèse alternative, dans la population, il y a une corrélation. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. On se limite au bidirectionnel. Étape 2, choisir le niveau de notre alpha. Restons avec 0,05. On va toujours prendre 0,05. Ça veut dire que si on rejette l'hypothèse nulle, on accepte qu'on se trompe 5% du temps. Étape 3, prendre un échantillon. Par exemple, avec 7 personnes, ça serait mieux s'il y en avait plus, mais c'est plus simple pour notre graphique ici, là, notre tableau ici. Et calculer le R observé. Bien, on a déjà tout fait ça dans le cours au début de la session. On l'a déjà, c'était 0,75. 0,75, c'est ce qu'on pourrait dire être notre R observé. Il faudrait maintenant le comparer à un R critique. D'abord, il faut déterminer la valeur du R critique. Voici la table des R dans laquelle on peut trouver notre R critique. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est est-ce un test uni ou bidirectionnel et quel est le niveau de alpha qu'on a choisi. Bon, direct là, on peut tout de suite dire on est dans du two-tails, hypothèse bidirectionnelle. Donc, on est dans du two-tail ici. OK? Et on est à 0,05. Donc, encore une fois, j'espère vraiment que vous voyez ma fléchette là. Je ne sais pas avec ce programme-là si vous la voyez. Mais on est dans le 0,05 du two-tail.
OK? Bref, on est dans la colonne où est-ce que le truc entouré en rouge, dans le fond. Si jamais vous voyez pas ma fléchette. Et là, ça nous prend une autre affaire qui est le degrees of freedom à gauche, ici, là, les degrés de liberté. Dans le cadre d'une corrélation, les degrés de liberté, degrees of freedom, c'est le nombre d'observations moins 2. Okay? On a 7 personnes, mais on les a observées 2 fois, une fois à 2 ans, puis une fois à 18 ans. Okay? Et donc, ça fait 14 observations. 14 observations moins 2, ça fait 12 degrés de liberté. 12 degrees of freedom. Et donc, si on va à l'intersection entre 12 degrés de liberté et la colonne pour du 0.05 bidirectionnel, ça nous donne 0.532. C'est-à-dire que notre R critique est plus ou moins, parce que c'était bidirectionnel, 0.532. Et ce qu'on voit, c'est que notre R observé de 0.75 est beaucoup plus grand que notre R critique de 0.532. Et donc, on peut rejeter l'hypothèse nulle. Ça devrait être et conclure, pas et conclure. Là. Ça devrait être ET. On peut rejeter l'hypothèse nulle et conclure qu'il y a probablement, en effet, une corrélation non nulle. Ça veut dire une corrélation qui n'est pas égale à zéro. Là. Il y a réellement une corrélation au niveau de la population. Et évidemment, quand on fait ça, on doit toujours garder en compte qu'il est possible qu'en rejetant l'hypothèse nulle, on se trompe. Parce qu'il y a toujours moins de 5% de chance, mais il y a quand même un certain pourcentage de chance qu'on se trompe, puis en réalité, il n'y a juste pas de corrélation. Mais ce pourcentage est plus bas que 5%, fait comme on a fait depuis longtemps, comme on fait depuis un bout. Là. On décide que c'est assez pour rejeter l'hypothèse nulle et conclure qu'il y a probablement, en effet, une corrélation quelconque, non nulle, pas égale à zéro, au niveau de la population. Et c'est comme ça qu'on fait un test d'hypothèse pour une corrélation. Là, pour sortir de ça, je ne suis pas vraiment certain de le faire. Ah, voilà.